Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle, enregistrée dans les conditions du direct, en collaboration avec Radio Ems et en partenariat avec Respublica. Je rappelle qu'on retrouve Respublica sur internet, gaucherépublicaine.org. Chaque mois, nous recevons des invités pour débattre avec nos journalistes et chroniqueurs sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est quelle analyse peut-on faire des élections municipales de mars 2026 en France ? Qu'est-ce que la gauche doit faire pour rompre avec la machine à perdre ? Nos intervenants seront Bernard Tepper et Frédéric Pierru, qui ont le mérite de se plier à l'exercice. Bonjour à vous et merci d'être là ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter vos engagements et dans quel cadre vous êtes là. Bernard, normalement, les auditrices et auditeurs te connaissent. Et maintenant que les élections sont passées, ton agenda va être bien rempli. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement. Une fois que les élections sont terminées, mis à part une petite baisse sur les vacances scolaires, c'est bien fourni une fois que les vacances scolaires sont terminées. Tu peux nous dire sur quel thème tu vas faire des conférences, des interventions ? Oui, alors... Premier thème, le thème dont nous allons parler ce soir, mais également la sécurité sociale, la laïcité et la géopolitique. Voilà. Donc ce qui concerne tout le monde. Frédéric, on te retrouve avec plaisir sur cette antenne. Et toi alors ? Le plaisir est partagé. Moi, je suis toujours chercheur au CNRS. Je suis sociologue et politiste. J'ai un doctorat de sciences politiques. Donc je suis ravi de participer à cette émission consacrée aux élections municipales. Eh bien, pour la peine, pour sanction, parce qu'on t'a pas vu depuis un moment, c'est toi qui vas faire la chronique aujourd'hui. Oui, alors je voudrais évoquer peut-être, parce qu'on va évoquer les résultats, évoquer un phénomène qui est inquiétant de fatigue démocratique, puisque le taux de participation a été de 57%, et donc le taux d'abstention de 43%, qui est le résultat le plus élevé depuis la création de la Cinquième République. C'est particulièrement inquiétant parce que les élections municipales sont des scrutins les plus locaux, et c'est les scrutins où la participation est la plus élevée. Je prends l'exemple de la Picardie que je connais bien. Le taux de participation au municipal de 2014, je laisse celle de 2020. Le taux de participation était dans les communes de moins de 1000 habitants de 78,9%, à comparer par exemple avec les européennes en 2014, 51,8%, et les législatives 65,5%. Donc c'est un scrutin, le scrutin municipal, qui est fortement mobilisateur dans les petites communes et des villages. Et les villages. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la pression sociale est plus forte. Celui qui ne va pas voter, on le repère tout de suite. L'interconnaissance est plus forte. Les élus sont des figures bien connues. Les enjeux sont bien réels, touchent à la vie quotidienne. Donc effectivement, les gens se déplacent plus volontiers. Les oppositions sont perçues comme moins politiques et plus individuelles. Donc les gens effectivement se déplacent plus facilement. Une personnalisation des postes électifs. Quelque chose qui a changé jusqu'en 2020, c'est la souplesse du système électoral avec la logique du panachage. Et puis l'imaginaire politique de la communauté villageoise. Mais on observe une tendance de fond qui est la montée de l'abstention, y compris dans la politique des villages et des petites villes, puisque entre 2008 et entre 2001 et 2014, on a perdu dans les communes de moins de 1000 habitants 5,2% d'abstention, de participation, et on risque de reconnaître la même chose, et ça risque de s'aggraver. On n'a pas encore les chiffres définitifs par agglomération, et par commune, mais on risque de connaître une augmentation de l'abstention aussi. Donc une abstention par le bas,
et qui fait écho aussi à une abstention montante par le haut. Voilà, donc c'est la fatigue démocratique qui, moi, m'inquiète dans ce scrutin municipal. Merci Frédéric. Alors Bernard, tu as écrit un article dans Respublica où tu tires 9 enseignements de ces élections. Alors on va faire les choses dans l'ordre, on va commencer par le premier. Manifestement, tu n'es pas d'accord avec la grille de lecture des médias dominants. Si tu peux déjà nous répondre sur le premier enseignement. Oui, sur le premier enseignement, il y a une chose qui est très surprenante lorsqu'on y réfléchit vraiment, c'est qu'en fait, les 2 dimanches soirs, du premier tour et du deuxième tour, on n'a parlé que des 10 grandes villes de France. C'est-à-dire de Paris jusqu'à Lille, qui est la 10e. Voilà. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, ces 10 plus grandes villes de France, c'est 9% de la population française. Voilà. Fait. Et avec en plus des différences sociologiques extrêmement importantes, puisque il y a, je dirais, de plus en plus les centres-villes, je dirais, voient augmenter en fait le pourcentage des catégories les plus favorisées. Donc en fait, plus on avance, et plus il y a une différence sociologique entre les grandes villes de France et le reste de la population. Voilà. Eh ben, on a remarqué que pour les médias, ils ne s'intéressent qu'effectivement aux grandes métropoles, là où il y a les personnes les plus aisées, probablement d'ailleurs de leur propre classe sociale d'ailleurs. D'ailleurs, la perspective des présidentielles a fait qu'on a nationalisé à outrance le scrutin, comme le constatait dans son éditorial Laurent Mouloud dans l'Humanité Magazine. Il disait finalement la nationalisation du scrutin a peut-être contribué à la montée de l'abstention dans ce scrutin municipal. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut dire du parti macroniste Renaissance ? Alors là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué qu'il n'y a que 7 listes sur plus de 34 000 où le mot Renaissance existait sur les professions de foi, les affiches, etc. Donc 7 listes dans toute la France où ils annoncent le nom du parti présidentiel. Et donc, ce qu'on a vu dans ces élections, c'est l'écroulement du parti présidentiel. L'écroulement de Renaissance, bon, ils ont gagné quelques villes, mais qui est extrêmement faible. Voilà. Cette liste est un peu groupusculaire, non ? Bon, je taquine un peu, mais c'est très faible quand même. Oser se présenter seulement avec cette liste. Je suis sûr que Lutte ouvrière fait mieux, non ? Bon, c'était pas prévu dans le mail. Alors Bernard, que nous disent ces élections à propos de la démocratie ? Ben là, on a commencé à en parler. C'est que si nous faisons... sur ces listes, il y a d'abord 68 communes où il n'y avait aucun candidat. 68%, tu veux dire ? Non, 68 communes. Le nombre de communes où il n'y a pas de candidat. Ensuite, il y a, sur les 34 875 communes, il y en a plus de 23 000 où il n'y avait qu'une seule liste. Mmh. Et donc, je veux dire, ça fait que si on cumule les communes sans candidat et les communes avec une seule liste, c'est-à-dire sans choix possible, eh bien, ça fait 68% de la population qui n'a pas de choix. Et donc, on peut dire sans doute qu'il y a recul démocratique de ce fait. Et bien évidemment, il y a plusieurs causes à cela. La première cause, Frédéric Pierru en a parlé, je le dirais, dans sa chronique. La deuxième cause, c'est qu'effectivement, le panachage a été supprimé par une loi proposée par l'extrême centre. Donc c'est la loi du 25 mai 2025.
Donc c'est une loi récente où le panachage est interdit. Tu peux réexpliquer ce que c'est le panachage, peut-être Frédéric, un de vous deux? Non. Alors le panachage, disons que avant le mois de mai 2025, pour toute commune de moins de 1000 habitants, il y avait la possibilité de rayer des gens qui étaient proposés, de les remplacer par quelqu'un d'autre de la commune. Voilà, donc on pouvait modifier l'offre politique. L'offre politique, voilà, c'est ça. Et ça a été supprimé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le panachage était autorisé jusqu'à 3500 habitants. Première modification en 2014, où on supprime le panachage entre 1000 et 3500 personnes. Et cette fois-ci, l'extrême centre macroniste a décidé que là, il faut être moderne, et donc il faut supprimer les possibilités, je dirais, démocratiques dans les villes, les communes de moins de 1000 habitants. Alors, tu tires un quatrième enseignement sur les élites bourgeoises dans leur politique de rapprochement, d'union des droites. Oui, alors ça, c'est un phénomène. C'est un phénomène... D'abord, il y a un phénomène général, c'est que les partis d'hier s'effritent. Aussi bien le Parti socialiste que le LR. Alors, ils s'effritent pas de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un effritement du Parti socialiste qui correspond dans les quartiers populaires à une poussée de la France insoumise, et il y a un effritement de LR, surtout dans le sud de la France, par, je dirais, de plus en plus, le vote de droite va voter pour l'extrême droite, ce qu'on a vu dans plusieurs dizaines de villes du sud. Et là, on s'aperçoit, lorsqu'on regarde ville par ville, qu'il y a un regroupement, je dirais, un regroupement de classes. C'est-à-dire quand une classe votait, par exemple, une partie LR et une partie vers le Rassemblement national, eh bien là, dans le Sud, eh bien, il y a un rassemblement des plus aisés vers le Front National en quittant LR. Voilà. Et ça, donc c'est un effritement, je dirais, le PS, en fait, s'écroule dans les classes populaires, dans les quartiers populaires, et le LR, je dirais, petit à petit, laisse la place au Rassemblement national, je dirais, dans tout le sud de la France, qui fait, par exemple, que, d'une part, la ville de Nice passe dans l'escarcelle de l'extrême droite, mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est l'agglomération de Nice qui va basculer. Parce qu'il y a plusieurs communes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants autour de Nice qui basculent vers le Rassemblement national. Alors, les ouvriers, les employés dans cette affaire, on sait que les catégories populaires votent moins que les élites bourgeoises. Et tu évoquais, avant de préparer cette émission, un article intéressant sur la participation et le vote en fonction des déciles, c'est-à-dire qu'on coupe la population en déciles, en 10, des plus pauvres aux plus riches, et le résultat est assez saisissant. Oui, alors tout ça procède en fait d'un travail d'un sociologue qui s'appelle Sweeney. Il a travaillé sur plus d'une centaine de villes où il a découpé les bureaux de vote dans 10 déciles, dans les déciles liés aux revenus. Et là, c'est très intéressant, effectivement, de voir plusieurs choses. Alors, d'abord, sur les couches populaires, il faut voir que l'ensemble des organisations, c'est-à-dire, là, c'est un scoop, hein, du RN jusqu'à la LFI, ne présentent pratiquement pas de couche populaire comme candidat.
Ça, c'était une première. Donc, il y a une invisibilisation des catégories populaires au niveau des candidats. Et le problème, c'est que, par exemple, les ouvriers et les employés, ça reste encore 43% de la population active. Donc, premièrement, invisibilisation des catégories populaires. Et là, il y a, sans rentrer dans le détail, eh bien, on s'aperçoit que, avec une petite inflexion concernant la LFI, mais sinon, ce sont les catégories des 5 meilleurs déciles qui sont présentés par tous les candidats, y compris les candidats de gauche. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en tout cas dans les grandes villes, eh bien, on s'aperçoit d'une réalité qui a été cachée par les grands médias, c'est-à-dire que la bataille politique entre gauche et droite, c'est une bataille politique entre les fractions de la bourgeoisie. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sans s'apercevoir de l'augmentation de l'abstention, principalement dans les catégories populaires. Mmh. Voilà. Par exemple, si je prends la ville de Toulouse, dont on a beaucoup parlé, eh bien, celui qui fait le meilleur score de la gauche, qui est le candidat de la LFI, Monsieur Piquemal, bon, eh ben, il ne fait que 14% des inscrits dans les bureaux populaires. Mmh. Et c'est lui qui est en tête. Alors, est-ce que ça a vraiment changé? Parce que moi, à chaque fois que je reparle de ça, on me dit oui, mais à toutes les élections, de toute façon, les classes populaires votent moins. Ou est-ce qu'il y a vraiment, comme tu disais, Frédéric, un changement là? Il y a un célèbre livre d'un célèbre politiste qui s'appelle Daniel Gaxi, qui avait sorti un livre marquant, qui est une référence dans la science politique, qui s'appelle Le sens caché. Alors, le sens caché, c'est le sens au sens de censitaire. Et il montrait que effectivement les catégories populaires votaient beaucoup moins que les catégories moyennes et moyennes supérieures, voire les catégories supérieures. Donc on pourrait dire que ce que tu nous dis, Bernard, c'est l'augmentation de ce sens caché, c'est-à-dire que la capacité à participer au jeu démocratique finalement exclut de plus en plus les catégories populaires qui reculent sur leur avant-temps, si on peut dire comme ça. Et ce qui favorise l'obscurcissement, c'est que les explications qui sont données par les médias dominants sont des choses fausses. Par exemple, quand ils disent quand la gauche se rassemble, alors c'est vrai, quand la gauche se rassemble, on va plutôt vers la défaite. Mais on va vers la défaite tout simplement parce que la gauche est faible. Mmh. Elle fait toujours 30% des votants. Donc même si elle s'allie, elle fait toujours 30% des votants. Et il suffit d'une surmobilisation des catégories aisées pour gagner. Mmh. Ce qui s'est passé à Toulouse, c'est qu'en fait, il y a eu surmobilisation des électeurs de droite qui n'avaient pas voté au premier tour. Parce qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire, puisque le candidat sortant devrait avoir beaucoup de voix. Donc en fait, non seulement on cache l'invisibilisation des couches populaires, mais en plus, on essaye de donner des raisons, des arguments qui n'en sont pas. Alors justement, les ouvriers, les employés ne sont pas présents vraiment sur les bulletins de vote, ou en tous les cas en position inéligible. C'est pas un phénomène si nouveau que ça, puisque ça continue de se dégrader. Est-ce qu'au-delà de ça, que le fait qu'ils soient pas représentés, il n'y a pas autre chose de plus profond qui d'ailleurs peut expliquer une abstention ou voire un glissement de bastions ouvriers dans des votes RN sans forcément être lié à des questions de racisme? Ou est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? En tout cas, ce
sur les études que j'ai lues, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une augmentation d'abord de l'abstention des catégories populaires, bien plus que d'aller vers le RN. Le deuxième choix, c'est le RN, et le troisième choix, c'est la gauche. C'est ça, en fait, le problème. Et c'est-à-dire que le vote de gauche, je dirais, est beaucoup trop bas dans les catégories populaires pour que la gauche gagne. Voilà, on peut ressortir d'ailleurs des chiffres, notamment des chiffres de 1981, où on s'aperçoit que la majorité des ouvriers et des employés votaient à gauche. Là, par exemple, à Toulouse, celui qui est le meilleur, il fait 14% des inscrits. Oui, les couches populaires. Bon, d'abord, la première partie des couches populaires, c'est l'abstention. Ça, il faut toujours le marteler parce que, effectivement, dans les soirées électorales, on a tendance à le dire au début, puis après, effectivement, avec les invités politiques, on oublie ce phénomène. Mais est-ce que tu disais finalement que il y avait l'union des droites qui était en train de se faire et que d'une partie des électeurs de la droite dite républicaine, alors je mets des guillemets dans tout ça, hein, aller vers le RN. Donc on a un RN de plus en plus bifront, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un côté, un RN très populaire, et puis de l'autre côté, un RN très bourgeois. Et on le voit bien d'ailleurs avec les tensions entre Marine Le Pen et puis Jordan Bardella, finalement. C'est tout à fait ça, et on le voit aussi territorialement. C'est-à-dire que les villes qui sont prises par le Rassemblement national dans, disons, la moitié nord de la France, sont en fait d'anciennes villes de gauche avec un pourcentage non négligeable de couches populaires votant au Rassemblement national, ou alors vers ses alliés. Par contre, ce qui se passe dans le sud de la France, et là de façon extrêmement forte, c'est plutôt le rassemblement de la grande bourgeoisie autour du Rassemblement national et de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Et par exemple, si on prend la ville de Nice, par exemple, celui qui apparaissait comme le principal candidat, enfin majoritairement candidat des bureaux les plus aisés, c'était Monsieur Estrosi. Mais ce qui se passait, c'est qu'Éric Ciotti, il gagnait partout, aussi bien dans le 10e décile que dans le premier. Alors dans le 10e décile, il était légèrement au-dessus d'Estrosi. Et dans les premiers déciles, il était au-dessus de la gauche. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme certains l'ont dit, que le RN et ses alliés, je mets Ciotti dans le même paquet, ont gagné les élections, ou a gagné les élections finalement? Alors, on peut pas aller jusque-là, parce que il y a une poussée du Rassemblement national, elle est évidente. Disons, ils sont passés de 10 villes au premier tour à 3 fois plus, 30 villes du premier tour. Ils ont maintenant 70 communes, une poussée très forte dans le sud. Mais par contre, ils n'ont pas présenté beaucoup plus de listes qu'ils avaient présentées dans les municipales précédentes. Et ce que je remarque donc, ce qui leur manque au Rassemblement national, c'est qu'en fait, il leur manque des cadres politiques intermédiaire. Parce que pour présenter une liste dans une ville, où il faut des dizaines de noms, c'est-à-dire 50 noms pour une ville de 90 000 habitants, et sinon il faut plusieurs centaines de personnes, il faut que ça soit mené par des cadres politiques intermédiaires qui connaissent le droit électoral, qui savent comment il faut agir, parce que c'est extrêmement compliqué. Voilà, pour quelqu'un qui a jamais organisé des élections. Et donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils
ils n'ont pas pu présenter beaucoup de listes. C'est d'ailleurs le même cas pour la LFI. La LFI a présenté un peu moins de listes, mais pas disons à peu près le même nombre de listes que le Rassemblement national, mais pas suffisamment. Et là aussi, il y a un manque de cadres politiques intermédiaires. Donc, et par contre, les vieux partis, eux, ils ont les cadres politiques intermédiaires dans toutes les communes, parce qu'ils ont l'habitude depuis des décennies. Mais ça, c'est le système notabiliaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu dis dans ton article que le RN n'a pas pu présenter de liste dans 31 départements. Absolument. C'est quand même présent. 31 départements sans aucune présentation. Et ça ne peut être le cas que parce qu'ils l'ont fait volontairement. Mmh. Donc ça veut dire que pour les élections présidentielles, ils risquent d'avoir un problème, si jamais ils étaient élus, de recrutement, et puis avec des recrutements... Pour eux, c'est plus facile l'élection. Pour eux, c'est plus facile l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, pour elle, est plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Oui, mais pour exercer le pouvoir, après... Ça, c'est autre chose. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle quand même, non ? Oui, tout à fait. On s'en réjouit. Non, parce que vous allez nous plomber les auditeurs et les auditrices. Voilà. Bon, écoutez, ce que je propose sur les conseils de Franck, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Donc, l'artiste, c'est La Critique, et la chanson, c'est Le Candidat. Je pense que c'est bien d'actualité. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Le candidat de la télé devient mon candidat adulé. Regardez tourner et bientôt mon argent réclamé. Je veux mon candidat préféré. Je le vois en train de me parler. Il serre toutes les mains, affiche un sourire en coin. En plein, on le voit qu'il est plutôt malin. On l'a vu ce matin, il apparaît sur tous les écrans. Comme dans l'attention des gens au prêche de son. Je vécu lorsqu'il passe un avant. Avec sa langue de bois, il ne risque pas de créer les mois. Créateur de mouvements, mais rien de plus que déplacement d'air. Tout se fait plus ou moins rapidement, ça me plaît. Et moi qui voulais, et moi qui rampais devant celui qui désirait faire partie du nouveau cabinet. J'en ai vu des dizaines défiler devant mes yeux. Certains étaient plutôt minutieux. Les hauts ministères, le temps semble venu de se taire. Faire fi de tous les scandales qu'on me dévoile. Devant lui dans son avis, je reste conquis par tout ce qu'il dit. Et c'est ici que je tombe abasourdi, comme si je participais à un cadavre exquis. Un peu de ceci, un peu de cela. Tous les regards se retournent vers lui, comme s'il y avait droit. Ma confiance, je lui la donne. J'ai l'assurance qu'il ne fera rien comme personne. Son discours est vide, mais au moins à mon oreille ça sonne. Prétendant qu'il prendra le temps pour accéder à son trône. Exilé dans son bloc comme il le prône. Encore un simple clone, représentant sa propre faune. Embouté par le confort de sa zone. Un prétendant qui prendra le temps pour accéder à son trône. Exilé dans son bloc comme il le prône. Encore un simple clone, représentant sa propre faune. Embouté par le confort de sa zone. C'est après tant d'années des milliers où mon seul pouvoir était d'aller voter ou de rester les bras croisés, d'obéir, voir moyen de faire mieux. Un peu comme ceux qui parlent beaucoup mais ne sortent jamais de chez eux. Enfin je me décide car enfant je suis un homme sage. Je pose le pied à terre fort de mon bagage, je brigue les suffrages. Je serai votre candidat pour ceux qui veulent du changement. Un peu comme l'art de voir, pour dire les choses autrement. Énergique, jeune et charismatique, on dit de moi que j'incarne la nouvelle génération en politique. Je suis à la main, le temps de promesses si je m'en lave les mains. C'est la campagne de tous les possibles, vous le verrez bien demain. Je suis convaincant, je suis convaincu. Pour arriver à mes fins et d'être élu, j'aime rien ne s'en exclut. Je sais ce que mes électeurs veulent entendre. Je joue la même cassette, ils sont capables d'entendre. Le candidat du peuple, vrai leader, qu'importe ce que disent mes adversaires. Je dois tout faire pour être majoritaire. Encore le débat en ma faveur, il faut une stratégie, un brin de démagogie. Et puis tous les coups sont permis. Gardez ma photo sur mes panneaux. Je me suis fait bon, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Alors appelez pour du nouveau, allez voter. Je suis prêt à régner, car le seul enjeu est d'arriver à réaliser mon âge et d'afficher. Laissez-moi vous serrer la main, vous verrez bien. Le meilleur choix soit de voter pour moi lors du scrutin. Laissez-moi vous serrer la main, vous verrez bien. Je saurai vous convaincre que tout va bien, et j'aimerais bien. Laissez-moi vous serrer la main, vous verrez bien. Le meilleur choix soit
Presione Bernard. Alors on va reprendre. Attends, Frédéric, laisse-moi poser la question. D'accord. Parce qu'on s'est dit là pendant la pause que c'était bien d'expliciter un peu l'histoire des déciles, s'il te plaît. Oui. En économie, on a tendance, on a l'habitude de distinguer, de stratifier la population en déciles. C'est-à-dire que le décile 1, c'est le décile des plus modestes. Et le décile 10, c'est le décile des plus riches. Voilà. Et ce que nous a dit donc Bernard, c'est que les électeurs, c'était surtout des électeurs issus des déciles supérieurs, et que les déciles, alors je vais pas dire inférieurs parce que c'est péjoratif, mais les déciles les plus modestes, effectivement, votent moins et surtout ont moins de candidats sur les listes. Très bien, merci. Alors Bernard, bon, le soir des élections, premier ou deuxième tour, tout le monde a gagné en général. Quand on écoute les commentaires, c'est extraordinaire. Donc moi, je regarde plus parce que je connais le résultat du match, donc ça n'a aucun intérêt puisque tout le monde gagne. Donc tu nous as expliqué que le RN a gagné, mais pas vraiment. Mais alors c'est la LFI qui a gagné à gauche. Alors concernant la LFI, il y a une forte mobilisation, mais dans un nombre limité de communes. Voilà, c'est-à-dire que la ligne stratégique de la France insoumise a marché en fait dans deux types de catégories, c'est-à-dire premièrement des catégories, des quartiers où il y avait beaucoup de ce qu'ils appellent des racisés, et également la petite bourgeoisie relativement diplômée. Mmh. Voilà. Et lorsque on est dans une commune où il y a les deux, eh bien à ce moment-là, la LFI fait un bon score. Mais bien évidemment, si on sort de ces quartiers-là, c'est pas le cas. Ce qui fait que le résultat de la LFI, bah, il est très différent d'une commune à une autre. Et donc, la capacité de mobilisation dans les quartiers populaires où il y a beaucoup, je dirais, de personnes issues de l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord, eh bien, il y a population, je dirais, marquée par l'islam politique notamment, eh bien, dans ce cas-là, il y a un fort pourcentage votant pour LFI. Mais également dans les centres-villes, la petite bourgeoisie qui est très diplômée. Voilà. Donc voilà, les mauvaises langues disent les racisés des quartiers populaires et la bourgeoisie Sciences Po. Mmh. Oui. Voilà. Mais c'est la stratégie assumée, dite Coquerel, hein, de LFI, hein, de rassembler ces deux types de populations et d'abandonner, je dirais, les classes populaires des petites et moyennes villes de la France dite périphérique. Alors je sais bien que c'est discuté en sciences sociales, la notion de France périphérique, mais on peut dire que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de son entourage fonctionne. Absolument. C'est une ligne stratégique qui est vraiment performative. C'est-à-dire que il y a une mobilisation plus importante dans un certain nombre de catégories. Mais par contre, c'est par rapport à ce qu'était la gauche, je dirais, dans les années 70, 80 et même début 90, eh bien, cette ligne stratégique, elle a divisé en fait les catégories populaires, et il y a une partie des catégories populaires qui effectivement a abandonné la gauche, comme on l'a dit tout à l'heure, principalement vers l'abstention. Alors il y a mon ex-collègue qui dit finalement
Jean-Luc Mélenchon, c'est un excellent candidat pour les présidentielles de 2027. C'est un excellent candidat pour le premier tour, mais pour le deuxième tour, c'est beaucoup plus compliqué pour rassembler 50% des électeurs. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la position centrale d'un des politistes qu'on a vu souvent à la télévision, qui est Rémi Lefebvre, Voilà. qui lui disait très exactement ce que tu disais, Frédéric. C'est-à-dire le meilleur candidat du premier tour pour la gauche, et bien évidemment au deuxième tour, il reste plus grand monde pour Oui, parce pour que le soutenir. En fait, là, si j'écoute bien ce que vous dites, en fait, le développement de la LFI, c'est sur certains territoires, mais pas à l'échelle nationale de façon homogène. Absolument. Donc ça pose un petit problème pour gagner une élection nationale. Voilà. Est-ce qu'en fait, c'est pas la question sociale qui a été quand même globalement absente, ou est-ce qu'elle a été présente dans ces élections? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on regarde, disons, la catégorisation sociologique de chaque commune, on s'aperçoit que le vote, il est principalement dicté par la catégorie sociale. Mais que par contre, dans la campagne, les problèmes sociaux, on en parle, mais je dirais pas comme le souhaiteraient en fait les électeurs. La réalité aujourd'hui, c'est toujours c'est quelque chose, c'est que la question sociale, elle est dominante dans le choix de la majorité des électeurs, aussi bien des catégories très aisées que pour des catégories populaires. C'est la question sociale. Quand on voit, par exemple, je reviens sur le succès d'Éric Ciotti dans la ville de Nice, bon, c'est la question sociale qui explique pourquoi Éric Ciotti est devenu maire de Nice. Et en même temps, bon, je connais d'autres exemples de listes qui ont mené une campagne très locale, très sociale, très ancrée et qui ont échoué. Alors je me demande du coup si c'est pas lié aussi au fait que c'était une élection très très nationale, ce que tu disais, Frédéric. Oui, c'est ça le problème des élections municipales, c'est que longtemps elles ont eu leur propre logique et qu'aujourd'hui elles sont nationalisées, évidemment avec l'élection présidentielle dans un an. Et donc les questions de sécurité, d'immigration sont sur le devant de la scène, et l'agenda des électeurs, lui, n'est pas le même. C'est la santé, c'est les services publics, c'est la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie. Il suffit de regarder les cahiers de doléances des Gilets jaunes ou lors du grand débat. C'était effectivement des questions qui sont prioritaires. Et en se nationalisant, je dirais que l'offre politique se disjoint, je dirais, de l'agenda des électeurs et des électeurs les plus populaires. Je ne sais pas si tu me suivrais sur ce terrain. Oui, mais je suis totalement d'accord. Moi, je rajouterais également le fait que la confiance des catégories populaires pour les candidats diminue dans le sens où ils ne se sentent pas représentés. Il y a une chose que je dis souvent dans mes conférences, c'est que il y a un moment on disait il y a un manque de candidates femmes, et donc il y a eu un effort des organisations, je dirais, de présenter un pourcentage de femmes plus important. Et puis là, ils n'ont pas le choix maintenant avec la loi. Absolument. Mais seulement, ce qui est extraordinaire, c'est que on a dit, et même c'est passé dans la loi, qu'il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, enfin à peu près. Hein. Bon. Mais par exemple, les 43% d'ouvriers et d'employés, ils sont pas représentés. Et donc ça pose un problème. Voilà. C'est-à-dire que une des choses à faire, c'est de faire
ce qu'un grand parti de gauche avait fait à la Libération, c'est que un grand parti de gauche, qui était le Parti communiste à l'époque, eh bien, faisait un effort pour présenter des ouvriers qu'ils avaient formés pour pouvoir, je dirais, prendre ces postes. On va y revenir parce que ça sera la dernière partie de l'émission, sur ce que la gauche pourrait faire pour essayer de sortir de la machine à perdre. Mais avant, quand même, est-ce que vous pensez pas, je vous pose la question à l'un et à l'autre, que la surmédiatisation des conflits entre les leaders des partis de gauche a pas eu aussi une influence extrêmement néfaste pour le coup, puisque cette élection est devenue très nationale? À l'évidence, oui. Effectivement, la course des petits chevaux, la horse race politics, a tendance à dégoûter les plus éloignés de l'univers politique, qui devient hyper professionnel. On a une hyper professionnalisation de la politique au niveau national, et effectivement, ça détourne des urnes les électeurs des catégories populaires. Bernard, Oui, je partage cette position. Moi, j'irais jusqu'à dire qu'il y a un mépris de classe chez les gens qui ont le pouvoir de pousser X ou Y de se présenter. Voilà. Oui. Il y a des gens qui parlent de prolophobie. En tant qu'affaire, on peut aussi en parler, Oui. parce qu'il y a de toute façon. Alors, justement, on va peut-être enchaîner, parce que je vois que le temps tourne. Maintenant, bon, on a fait une analyse, un bilan, des critiques d'ailleurs, à mon avis, qui sont pertinentes. Mais qu'est-ce que la gauche devrait faire? Tu as commencé à l'aborder sur la question de la représentation, en termes de stratégie, en termes de tactique, en termes de programme. Je vous pose la question à tous les deux. Si vous avez la réponse, ce serait génial. Bernard, peut-être? Bon, moi, je pense d'abord que il faut que la gauche redémarre avec le primat de la question sociale. Puisque c'est comme ça que les électeurs fonctionnent. Donc, les problèmes de salaire, de conditions de travail, de sécurité sociale, de services publics, d'école. L'école est quelque chose d'important parce que une bonne partie des parents souhaitent que leurs enfants fassent mieux qu'eux. Et donc, pour eux, c'est l'école. Voilà. Et donc, voilà. Donc, l'école, la sécurité sociale, et les services publics, les salaires, les conditions de travail. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut pas s'occuper du reste. C'est-à-dire qu'il faut en même temps globaliser les combats, écologiques, féministes, antiracistes, etc. Mais il faut que ça soit surplombé par la question sociale. Par exemple, le slogan, qui est un vieux slogan syndical, qui était le slogan suivant, Français immigrés, même patron, même combat, c'était un slogan unificateur et intégrateur. Il faut revenir à des slogans de ce type qui unifient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire le même effort pour supprimer l'invisibilisation des catégories populaires, et qu'il faut arrêter avec l'idée qu'il n'y a, je dirais, que la bourgeoisie Sciences Po qui peut représenter les catégories populaires. Là, ça, c'est quelque chose, et là, il faut faire des efforts considérables. Il faut faire des efforts de formation politique, il faut faire des efforts d'éducation populaire, et il faut faire des efforts sur la contre-société solidaire. Ce qui a marqué, ça c'est une idée que j'ai lue dans un livre de Vivek Schibert, La matrice des classes sociales. L'idée que pour lutter contre la résignation des catégories populaires qui ont des difficultés, il faut développer la solidarité, on appelait dans le temps la solidarité ouvrière. Solidarité de classe. Ou solidarité de classe,
il faut développer ça. Mais il faut que ça soit du concret. Voilà, c'est ça. Pas dans les paroles. Là, par exemple, je parle. C'est totalement insuffisant. Il faut qu'il y ait du concret. Voilà. Et là, on manque de lien entre des associations solidaires et des associations qui luttent comme les syndicats ou comme les partis politiques. Oui, alors c'était un peu l'idée que je voulais développer, donc Bernard m'a devancé. Effectivement, j'ai discuté avec des politistes pour préparer cette émission et ils me disaient finalement les succès du RN, c'est que les militants ils sont sur les marchés, ils travaillent les électeurs au corps. Et que la gauche a eu tendance effectivement à je dirais s'abîmer ou en tout cas se concentrer dans les coups de communication, les paroles finalement, alors qu'il faut encadrer les catégories populaires parce que spontanément effectivement elles se réfugient dans l'abstention. Donc ça nécessite effectivement de regagner du terrain perdu par rapport au Rassemblement national, notamment sur le terrain concret des électeurs potentiels. Si je peux me permettre, je vais rajouter un petit côté syndical. Je pense qu'aujourd'hui, le syndicalisme, il est en retrait aussi, lui aussi, parce qu'il n'est pas interprofessionnel, quoi qu'ils disent. Aujourd'hui, les moyens donnés aux unions locales, aux unions départementales, aux bourses du travail, enfin on peut raconter ce qu'on veut, sont extrêmement faibles. Alors ça vient des lois travail qui sont passées, mais ça n'explique pas tout. On peut pas laisser, par exemple, quand on a 5 millions de salariés, si ma mémoire est bonne, dans les toutes petites entreprises, qui sont hors champ syndical, soyons très clairs. On peut pas avoir une réponse de syndicalisme de métier ou de branche. Il faut qu'on imagine des réponses territoriales qui permettent de mettre en lien les salariés entre eux. Et quand on me dit que c'est difficile, moi j'invite les gens qui trouvent que c'est difficile à regarder ce qui se passe du côté des travailleurs sans papier. Parce que alors eux, pour le coup, ils sont totalement précarisés, ils n'ont pas de papier, ils changent de patron tous les 2 jours, et ils arrivent à s'organiser quand même, et à se déplacer collectivement pour aller arracher un bulletin de paye, pour aller arracher un document administratif. C'est possible, mais c'est une vraie volonté politique. Alors, là, ça se fait sans moyens syndicaux, mais ça pourrait être des moyens syndicaux, qui me semble que là, alors, ça n'empêche pas, hein, moi je pense qu'il faut créer des associations du type voisins solidaires, des échanges de services, etc. Il faut recréer de la solidarité, et c'est sans doute, parce qu'il y a une question sur laquelle on est un peu faible à gauche, je trouve, c'est sur le discours sur la tranquillité et la sécurité publique. Si on se laisse emmener uniquement sur le terrain de la répression policière, c'est tout bénef pour la droite et l'extrême droite. Si on crée des liens de solidarité, le sentiment, alors ça ne veut pas dire que la délinquance baissera tout de suite, mais en tous les cas, le sentiment d'insécurité, lui, peut reculer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez encore peut-être à développer pour que la gauche retrouve un peu, peut-être ses racines au fond, hein. Je veux dire aussi, il faut avoir conscience du réel. Le réel, c'est que la gauche est passée en 40 ans de plus de 50% des votants à 30%. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut reprendre les grandes idées d'hier. La seule majorité qui vaille, c'est la majorité absolue de 51%. Il suffit pas d'arriver en tête au premier tour. Mmh. Voilà. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est que, et par exemple, dans les catégories populaires, qui représentent 43% de la population active, la gauche toute mouillée fait 20 à 21%. C'est-à-dire une personne sur 5 des catégories populaires qui votent à gauche. Il est évident que si on ne prend pas ça à bras-le-corps et qu'on ne mette pas ça comme étant quelque chose de fondamental, je veux dire, si on reprend ce qui se passait dans les années 50, 60, etc., je vais noter des organisations qui avaient beaucoup d'influence. Le Secours populaire,
Le secours populaire dans les années 50-60 prenait des enfants, les emmenait en vacances alors que leurs parents n'avaient pas les moyens de les emmener en vacances, etc., etc. Bon, des organisations de ce type, c'est-à-dire des associations de solidarité. Donc l'idée, partis politiques et syndicats indispensables, mais aussi une contre-société solidaire. Voilà. Juste une petite anecdote, puisque j'ai participé à la fondation de LFI dans une vie antérieure. J'ai quitté la politique depuis bien longtemps, et j'en discutais avec Sophia Chikirou, en tête-à-tête, on déjeunait ensemble, et donc en tête-à-tête, et je lui disais, vous vous êtes claquemuré dans votre groupe, alors c'était en 2018, vous vous êtes claquemuré dans votre groupe parlementaire, et vous ne travaillez pas assez le terrain et l'ancrage local. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'elle était d'accord avec, et ça n'empêche pas que, finalement, un parti un mouvement comme LFI joue trop la com en fait et ne travaille pas assez le terrain et la contre-société que tu appelles de tes voeux, qui permettra effectivement de mobiliser effectivement les électeurs des catégories populaires. Alors je vais vous poser une petite colle, j'aime bien poser ça en fin d'émission. Cette fois, nous prenons la direction, on a un peu de temps donc on va pouvoir développer. Nous prenons la direction d'un grand parti politique. Quelles sont les mesures prioritaires à prendre pour ce parti politique, à votre avis, aujourd'hui ? 2 ou 3 ou 4 ou 5, ça dépend de... Je pense qu'il faut, je dirais, prioriser l'action sur la question sociale. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette priorisation de la question sociale, eh bien... alors, c'est pas facile de globaliser les combats et en même temps prioriser la question sociale. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des partis qui priorisent les hauts revenus. Voilà. D'autres qui priorisent quelques catégories, mais pas toutes les catégories. En tout cas, ça unifie pas, je dirais, ce qu'est le prolétariat. Voilà. Et donc, et c'est la question sociale qui peut les lier. Ce qui n'empêche pas qu'il faut mener la bataille écologique, qu'il faut mener la bataille féministe, qu'il faut mener la bataille antiraciste. Mais il ne faut pas qu'il y ait une autre priorisation que la question sociale, parce que c'est la seule qui peut être majoritaire. Donc c'est là-dessus. Et puis, il faut se préparer dans les élections en essayant de faire monter les gens des catégories que l'on veut représenter. C'est ça. Je veux dire, on ne peut pas continuer en fermant les yeux sur l'idée « il n'y a que les gens de Sciences Po qui peuvent représenter des ouvriers et des employés ». Donc tu en veux à Sciences Po, hein, apparemment. Mais oui, je suis parfaitement d'accord. Il faut chercher à enrôler et à mobiliser des militants populaires au détriment des manipulateurs de symboles que sont effectivement, par exemple, les électeurs de Sciences Po Paris ou de Sciences Po de province. T'as dit Sciences Bobo, tu sais. J'ai dit Sciences Bobo, oui. Voilà. Et donc effectivement, recréer ce tissu d'associations, ce tissu de tu parlais du secours populaire, qui en fait permettent de politiser par le bas les électeurs populaires et d'avoir ainsi un effet d'entraînement et une prise sur ces catégories populaires qui sinon regardent le jeu politique avec soit un dédain, soit un désintérêt, soit un dédain, soit une certaine colère dont on sait où elle se dirige ensuite. Oui, je voudrais juste donner un petit exemple justement sur la nécessaire politisation des luttes.
dans la ville où j'habite, il y a des gens qui se mobilisent beaucoup sur l'école inclusive. On en a fait plusieurs émissions ici. Et il y a eu une marche blanche organisée par différents profs des écoles et parents d'élèves sur la ville. Et c'était intéressant. C'était juste un peu avant les élections. Donc la gauche est venue, mais la droite aussi. Et alors là, le discours de la mairie de droite, qui est repassé depuis, c'était « on est là pour les enfants, mais on fait pas de politique ». Oui. Alors bon, c'était facile la réponse de dire « ah bon, parce que le nombre de postes d'enseignants, ça a pas un rapport avec le budget ». Et ça, les gens ont apprécié. C'est-à-dire aussi la capacité, non pas de se substituer aux luttes, parce que parfois il y a quand même ce pendant-là chez certains politiques, mais de soutenir les luttes, mais aussi de leur donner un éclairage politique plus global. Et je pense que c'est peut-être ça. Moi, je suis effaré de voir, il y a d'un côté des gens qui font de la politique, je le dis, sur ma ville, très sympa d'ailleurs pour certains, et puis d'un autre côté, des gens qui luttent. Donc là, il y a quand même un truc qui va pas. Oui. Et y compris certains, alors ils ont deux casquettes, donc ça va, ils arrivent à faire de liens. Mais il n'y a pas de vrai lien sur des questions. Je pense que sur la question du travail, par exemple, moi de ce que j'ai lu sur l'électorat RN, c'est aussi la souffrance au travail, ce que tu disais, les conditions de travail, les revenus, etc., qui favorisent, c'est un truc de fou ça, qui favorise le vote RN. C'est une question fondamentalement syndicale et politique. Et je pense que là, il y a une faillite de la gauche. Au sens large, syndical, politique et associative. C'est quand même un sujet qui devrait être le cœur de... Et je pense que le titre de notre émission est pas mal. Enquête d'intérêt général. Je pense que ce qui a été perdu par une partie de la gauche, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des fractions, ce que tu disais, qui sont opprimées, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour gagner, on peut pas fragmenter le salariat comme c'est fait. Sinon, on est condamné à gagner des petits territoires. Pardon, c'est des grandes villes, mais à ne pas pouvoir gagner et surtout ne pas donner d'espoir. Moi, la gauche, elle fait pas vraiment rêver. Moi, de ce que j'entends autour de moi, les jeunes, ils me disent ouais, c'est bien, mais bon, vous donnez pas envie non plus. Je sais pas si. Alors, on va être obligé de s'arrêter. Ça y est, je suis parti. On peut encore continuer, me dit Franck, encore un petit peu. Oui, un petit peu. Ah j'ai du mal. Quand je te dis top, c'est pas à la seconde. D'accord, on n'est pas à la seconde près. Alors peut-être un petit mot de conclusion chacun là, du coup, puisqu'on a un peu de temps. Allez, Frédéric, c'est toi. Oui, effectivement, maintenant, quand on prononce le mot de politique, c'est plutôt un repoussoir pour les électeurs, et notamment les électeurs populaires. Donc, ce que tu disais, Philippe, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire de dire que la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle va s'intéresser à vous. Donc il faut redonner cette connexion, reconnecter en fait la lutte politique avec les enjeux du quotidien. Bernard ? Oui, moi je pense que il est nécessaire que les responsables politiques, les militants politiques vivent en même temps que l'ensemble des citoyens. Voilà. Je crois que c'est ça aussi une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut que les élus, d'une certaine façon, ressemblent à leurs électeurs. Ils connaissent le prix du pass Navigo. Voilà. Donc je pense qu'une des priorités, c'est de sortir de l'entre-soi, par exemple, à gauche, entre autres. Alors on va s'arrêter là quand même. Donc merci Frédéric et Bernard. On peut lire vos articles dans Respublica. Merci à Franck qui assure toujours la technique. Et on peut contacter l'émission à enquête d'intérêt général @radioems.fr.